politique du pays. En effet, le Sénégal a échappé en cette période une crise politique majeure suite à la décision du président de la République Macky Sall de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Une annonce qui avait déclenché une vague de contestation. Les détails à suivre dans cette édition. L'indemnisation des victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. L'annonce de cette nouvelle a créé de nombreuses réactions. Si pour Pape Ibrahima Diagne, un membre de l'ONG ADA, seul le juge peut indemniser des victimes et non l'exécutif. Boubacar Sey, quant à lui, de l'ONG Horizon Sans Frontières, de son côté, magnifie l'initiative mais critique la méthode adoptée par le gouvernement et appelle à des ajustements. Et enfin, la colère des vendeurs au marché poisson de Pikine. Certains ont affiché leur désaccord sur la nouvelle taxation fixée à 100 francs CFA pour les visiteurs, même si pour la direction, ces décisions prises ont pour but d'assurer le bon déroulement des activités du marché, mais surtout un moyen de bien assister les vendeurs. À suivre dans cette édition, un reportage. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous excusons de ces petits problèmes techniques. Comme je vous le disais dans les titres, à l'Assemblée nationale, des membres de la Commission de l'énergie et des ressources minérales ont bénéficié d'un atelier de renforcement et de capacité sur l'organisation et la mission de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Lors de cette rencontre, le directeur de l'ASER a apporté des précisions sur le taux d'électrification rurale. Selon lui, le taux de 65% avancé est contradictoire à la réalité, car sur plus de 23 000, seuls 700 000 ont accès à l'électricité. Il s'agissait d'un atelier visant à capaciter les députés sur l'organisation, les missions et les programmes des agences et structures relevant de la tutelle du ministère de l'énergie, du pétrole, des mines et de la présidence de la République. L'électrification, les mines et l'énergie, c'est un secteur clé dans notre économie. Donc on doit connaître comment fonctionnent les agences, comment fonctionnent les structures. Le taux d'électrification rurale au Sénégal est estimé à plus de 65% en 2022. Mais ces chiffres calculés en termes de ménages cachent la réalité. Sur plus de 23 000 localités, seuls 7 000 ont l'accès à l'électricité. Une précision du directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, ASER. Parce qu'aujourd'hui, au niveau national, quand on parle de taux d'électrification rurale, on est à 65,67%. Même au niveau national, le taux d'accès, on est à 86%. Mais cela cache en quelque sorte le gap qui existe entre le nombre de localités totales qui existent au Sénégal par rapport au nombre de localités qui sont électrifiées. Et là, au moment où je vous parle, sur les 23 000 localités et poussières qui existent au niveau national, il n'y a que 7 000 localités qui sont électrifiées pour le moment, 7 000 et quelques localités. Le Sénégal vise l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Mais pour atteindre ces objectifs, il faudra d'abord relever 2 défis majeurs. On a 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est quoi? Essayer d'être efficace dans l'exécution des projets. Parce qu'il est bon de dire que tel village est prévu dans tel projet, mais les villageois ne sont contents que quand ils voient à leur localité électrifiée. Mais aussi, les acteurs avec lesquels nous travaillons, je pense aux facteurs exogènes qui peuvent nous bloquer dans certains projets.
Pour trouver les fonds, l'ASER compte s'appuyer sur des mines de financement endogènes. Quant aux matériaux dont elle aura besoin, l'agence compte sur le secteur privé national. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à Fass Touré dans l'arrondissement de Darou Mousty dans le département de Kébémer. À Louga, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a précisé que ce projet d'envergure couvrira l'ensemble du pays. Il assure que l'approvisionnement en eau sera suffisante et à prix abordable, soulignant que la promesse du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se traduira en actes. Le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest à travers février 2024, une crise politique majeure, la décision du président de la République, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février a déclenché une vague de contestation sans précédent, plongeant le pays dans un climat de défiance et d'incertitude. Retour sur une période de crise qui a failli, autant pour moi, plonger le pays dans un chaos total. Le 3 février 2024, dans une adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé le report du scrutin invoquant un contentieux électoral. Une décision actée par un décret révoquant le décret convoquant le corps électoral. Le président de la République d'alors justifie son geste par la validation polémique des candidatures par le Conseil constitutionnel. Sur 200 dossiers déposés, seuls 20 avaient été approuvés, excluant des figures clés de l'opposition comme Ousmane Sonko et Karim Wade. Le président Sall a évoqué la nécessité d'un dialogue national pour apaiser les tensions, prolongeant son mandat jusqu'à la tenue d'un nouveau scrutin dont la date reste floue. Cette décision, soutenue par une majorité de députés proches du pouvoir, a immédiatement été qualifiée de coup d'État constitutionnel par l'opposition. La constitution sénégalaise, qui limite strictement les reports électoraux, ne prévoit en effet aucune prolongation du mandat présidentiel hors cas de force majeure, guerre ou catastrophe naturelle. Dès le lendemain de l'annonce, des milliers de Sénégalais ont investi les rues de Dakar, Thiès et Ziguinchor, brandissant des pancartes « Touche pas à ma démocratie ». Les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes et des arrestations massives. Selon Amnesty International, au moins 5 manifestants ont perdu la vie et 300 personnes ont été interpellées en une semaine. Les réseaux sociaux, coupés à plusieurs reprises par les autorités, ont servi de caisse de résonance à la colère avec le hashtag #FreeSénégal. L'opposition, divisée jusqu'alors, a formé une coalition inédite. Le Front pour la défense de la démocratie, dirigé par des figures marquantes comme Barthélémy Diaz et Khalifa Sall, le mouvement exige un retour au calendrier électoral initial et la libération des prisonniers politiques. Du côté du pouvoir, le camp présidentiel justifie la décision par la nécessité de préserver la paix sociale. La communauté internationale, inquiète pour l'image d'un pays considéré comme un îlot de stabilité, a multiplié les appels au dialogue. L'Union africaine a dépêché une médiation dirigée par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. La CEDEAO, tout en condamnant le report, évite des sanctions par crainte d'envenimer la situation. Les États-Unis et la France expriment à leur tour leurs préoccupations, soulignant l'importance du respect des principes démocratiques. Mais fort heureusement, le Sénégal s'appuiera sur la solidité de ses institutions pour se sortir de cette impasse. Le Conseil constitutionnel réussit à tordre la main à l'exécutif et à faire organiser les élections en fin mars 2024 pour une troisième alternance historique. Cependant, cette crise révèle des fragilités d'un système politique miné par des tentatives de troisième mandat, les inégalités socio-économiques et une jeunesse désillusionnée. Le gouvernement du Sénégal a décidé d'indemniser les victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. L'annonce de cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions, mais selon Papa Ibrahima Diagne, membre de l'ONG ADA, seul le juge peut indemniser des victimes et non à l'exécutif. Je vous propose de le suivre. Ces décisions des nouvelles autorités d'accorder des compensations financières et assistance aux citoyens considérés comme étant des victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024 est le sujet qui alimente presque tous les débats.
Des débats souvent controverses, notamment sur la procédure d'indemnisation que l'ex-juge Hamidou Dème qualifie de partisane. Selon lui, la patrimonialisation de l'État et le clientélisme tant décriés ces dernières années persiste de plus belle avec la gouvernance du PASTEF. Selon lui, la seule appartenance à un parti politique ou le soutien à un homme politique ne doit faire bénéficier de privilèges quelconques qui sont de nature à rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Partant de son analyse, il se pose plusieurs questions. Selon le président du parti éthique, comment comprendre, malgré toutes les insuffisances de la justice, que de prétendus auteurs d'infractions deviennent subitement et en dehors de toute procédure judiciaire des victimes privilégiées. L'état de droit, c'est avant tout, dira-t-il, la soumission de l'État à la loi. Or, aucune loi, aucune jurisprudence et même aucune logique ne peut justifier, selon lui, que des personnes poursuivies par la justice bénéficient de la qualité de victimes et soient indemnisées sans décision judiciaire. Le juge Dème en conclut que depuis l'accession de PASTEF au pouvoir, les règles du jeu démocratique sont désormais à géométrie variable au service d'un parti et de son chef qui se permettent tous les excès et à qui on semble tolérer tout. La démocratie et l'état de droit sont-ils encore en péril? S'interroge l'ex-juge Hamidou Dème. L'enveloppe de 108 millions destinée aux victimes des manifestations politiques continue de faire polémique. Selon l'ex-juge Hamidou Dème, la procédure révèle un clientélisme politique mis en avant par le gouvernement PASTEF. Il considère à cet effet qu'il est inconcevable que des prétendants auteurs d'infractions deviennent subitement et en dehors de toute procédure judiciaire des victimes privilégiées. Que justice soit rendue, parce que nous avons aujourd'hui besoin d'une justice qui réconcilie, d'une justice qui apaise et d'une justice qui répare. Ça rentre même dans le cadre de la reconstruction de ce pays. Malheureusement, nous ne sommes pas impliqués dans la démarche. Quelque part, nous estimons qu'il y a une précipitation. À quelle fin, je ne sais pas. Nous avons l'impression qu'on est en train de brûler les étapes. Et ça, nous le regrettons beaucoup. Je crois que sur ce dossier, pour éviter de casser la dynamique, l'État doit revoir sa position. On ne peut pas aujourd'hui parler d'indemnisation sans une évaluation au préalable. Il n'y a eu aucune enquête pour situer les responsabilités. Faudrait-il encore dire que cette indemnisation ne peut pas exclure une compensation civile aussi? Et pour cela, il faudrait que justice soit faite, il faut que les responsabilités soient situées et les coupables désignés pour une éventuelle compensation civile. L'État a récemment lancé un processus de recrutement de 2000 enseignants dans la fonction publique. Toutefois, le collectif des enseignants du privé dénonce le critère de sélection. Parmi ces critères décriés, la limitation d'âge. Kayor Cissé s'est entretenu avec Amadoussi. Désolation, frustration, inquiétude. 3 mots pour décrire l'état d'esprit actuel des enseignants des établissements privés du Sénégal après le bouclage du processus de recrutement de 2000 enseignants initié par les nouvelles autorités. Le collectif des enseignants du privé ne partage pas les procédures mises en place devant aboutir à la sélection de ces 2000 enseignants. L'État n'a pas pris son temps pour se concerter, pour voir quelles sont les niches où il peut recruter de vrais enseignants. Qu'entendez-vous par vrais enseignants? Des enseignants diplômés qui ont le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique, ou bien le CAP, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Mais ce diplôme-là, on doit le valoriser. Parmi les critères de recrutement, ces enseignants du privé s'insurgent contre celui relatif à la limite d'âge. Parce que ça n'a aucun sens de limiter l'âge par rapport à un enseignant. Pour être un enseignant chevronné, mais c'est à partir de 35 ans jusqu'à 55 ans. L'expérience compte. L'âge n'est pas un handicap, l'âge est un atout.
Une occasion également pour ce syndicaliste de dénoncer la précarité dans leur secteur. Toujours la peur dans le ventre. Tu n'as pas le droit de te syndiquer. On te paye des salaires misérables. Est-ce que tu peux comprendre un enseignant qui reçoit 40 000 francs, 50 000 francs par mois? L'État avait signé avec une convention collective, mais ces gens-là ne le respectent pas. À l'État du Sénégal, le collectif des enseignants du privé réclame une discrimination positive dans les recrutements, à défaut d'une refonte de leur secteur. Protection et sauvegarde du fleuve Gambie et de la Falémé. Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil, plaide en faveur des populations locales. Il demande la mise en œuvre des décrets visant à protéger les populations locales pour bénéficier des rentes de cette responsabilité sociétale d'entreprise, surtout celles installées à Kédougou. Donc, l'association Kédougou. Oui, ce qui est important, c'est par rapport à ce que l'association a fait, notamment par rapport à la situation et pour la responsabilité sociétale d'entreprise, notamment ces entreprises qui sont à Kédougou. Oui, le président de la République récemment l'avait dit par rapport à ces sociétés qui exploitent l'or, notamment à Kédougou. Alors, il s'agit là d'améliorer quand même leur RSE, parce que ces populations locales doivent sentir les rentes de cette exploitation. Et nous demandons au président de la République de prendre d'autres décrets pour davantage protéger les populations qui en ont besoin. Alors, il faut davantage protéger toujours ces populations et cela encadre toujours et renforce les droits des populations, notamment là-bas. De encadrer, de renforcer droits aux populations au niveau de la base. Leurs revendications laissées en rade, les étudiants de l'université du Sine Saloum passent à la vitesse supérieure en organisant une marche pacifique ce lundi 3 février. Ils ont dénoncé le mutisme du ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, face à leurs doléances. Ils ont également exigé la livraison immédiate de leurs locaux pour recevoir les 1800 nouveaux bacheliers orientés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, nous a fait des promesses évanouies. Nous sommes dans un cadre d'enseignement indigne. Oui. Les infrastructures de l'université du Sine Saloum ne peuvent pas accueillir 1800 nouveaux bacheliers orientés. Ce qui a fait qu'on a rejeté l'inscription totale pédagogique et en ligne des étudiants nouveaux bacheliers orientés à l'université. Imaginez, nous sommes à plus de 6 000, 7 000 étudiants, où nous sommes dans des CRFP, dans des conseils départementaux, etc., etc. Nous sommes en train de vivre dans cette université, ça suffit. Deuxièmement aussi, l'université du Sine Saloum est éparpillée dans 4 sites, à savoir Kaffrine, Kaolack, Fatick et Khelcom. Nous avons des moyens de transport insuffisants. Et l'étudiant ne doit pas être un combattant. À chaque fois qu'il fait des déplacements, c'est comme quelqu'un qui était à un bango pour être formé. Nous faisons appel au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Enseignement supérieur et toute autorité étatique. Nous exigeons la livraison des chantiers de l'université du Sine Saloum. Direction au marché de poissons de Pékin où l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxation a suscité vive polémique. Fixée à 100 francs CFA pour les visiteurs, elle est rejetée par certains. La direction s'est expliquée et souligne que ces décisions ont pour but d'assurer le bon déroulement des activités et le bien-être de ceux qui y gagnent leur vie. Le marché aux poissons de Pékin a eu un réveil brutal. Ils sont des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été retenues à l'entrée principale. La raison, une nouvelle taxation qui entre en vigueur à compter de ce lundi. Le fait de contribuer de façon symbolique une somme de 100 francs, vraiment c'est un peu minime pour quelqu'un qui dépense plus de 100 et quelques mille pour l'achat d'un poisson. Selon la direction, à travers son porte-parole, un léger malentendu serait derrière cette décision. Ce matin a été bien géré par la bonne foi du directeur général Alucine Baldé parce qu'il y avait des gens qui avaient politisé la situation. Ce sont les 100 francs qui posent problème parce qu'il y avait des gens qui ont politisé l'affaire. Mais s'il restait entre nous et les femmes seulement, ça n'aurait pas de problème.
Cette taxe de 100 francs pour les visiteurs vient s'ajouter aux autres, comme on le voit sur ces papiers, collés à l'entrée. Celles-ci ont pour but d'assurer le bon déroulement des activités et le bien-être de ceux et celles qui gagnent leur vie dans ce marché trentenaire. C'est léger pour moi, je n'ai pas de problème parce qu'à chaque fois, nous avons un ticket pour 300, après nous avons une entrée. Nous réserver parking, nous avons après nous avons. Le marché central au poisson a hérité même des dettes. On a trouvé une dette de 172 millions en électricité, une dette de presque 70 millions en eau. Donc, le marché, on ne peut pas le fermer pour trouver des moyens. Mais on a dit, par exemple, il faut qu'on cherche les moyens internes au niveau du marché. L'incident de cette aube a 1000 chances de ne point se reproduire, de l'avis du porte-parole de la direction. D'autre part, quelques visiteurs, dont des revendeuses, déplorent cette imposition, mais hors caméra. Nous restons précisément dans la banlieue, précisément à Tali, Rufisque, Tali Diop, Bouki, où les populations demandent un pont, une vieille doléance qui a duré presque 5 longues années. Le passage d'un train express régional dans cette zone a provoqué un problème d'insécurité, de mobilité, de souffrance économique. Elles ont organisé un rassemblement pour interpeller les autorités à réagir. Depuis les travaux du TER, nous sommes aujourd'hui contraints d'emprunter une seule voie, pour ne pas dire un trou de souris. Alors, ce qui fait intervenir des implications, notamment au niveau sécuritaire, et raison pour laquelle aujourd'hui on a voulu attirer l'attention de l'État central, mais aussi des autorités au niveau local, pour que des dispositions urgentes de la réalisation de l'autopont Laïus qui nous avait été annoncée depuis longtemps puissent, n'est-ce pas, démarrer. Au-delà, qu'ils puissent comprendre que ce plaidoyer n'est qu'un aspect de toutes les doléances que les Rufisquois ne cessent de clamer. Il faut dire qu'aujourd'hui, au vu du dernier rapport que l'ANSD a rendu, n'est-ce pas, qui a consacré une croissance de plus de 68% de la démographie au niveau du département, appeler l'autorité centrale pour qu'un programme spécial puisse être élaboré et mis en œuvre, n'est-ce pas, pour le département de Rufisque. Cela devrait nous permettre d'adresser, n'est-ce pas, en un seul coup, les aspects sécuritaires, les aspects de mobilité, mais aussi surtout l'aspect sanitaire avec l'hôpital Youssou Mbargane Diop qui manque de tout. 80 Sénégalais expulsés d'Algérie sont bloqués dans les camps de l'OIM, une situation qui inquiète l'ONG ADA. Selon Papa Ibrahim Diagne, ils sont bloqués à 50 km de la frontière. Il dit être atterri par l'immobilisme des autorités qui caractérise cette situation. Je vous propose de le suivre. Nous sommes atterrés par l'immobilisme qui caractérise cette situation, puisque nous avions dénoncé cette situation déjà depuis le 4 décembre. C'est une situation qui perdure, excusez-moi, et jusqu'à présent, aucune solution n'a été apportée, aucun rapatriement n'a été prévu. En tout cas, au moment où nous avons publié ce communiqué, nous n'avions aucune information. Et donc, malgré toute l'actualité qui traverse le Sénégal actuellement, nous avons choisi aujourd'hui de revenir sur cette question, puisque la migration irrégulière est l'un de nos principaux combats. On parle aujourd'hui beaucoup de migration circulaire, mais je pense aussi qu'il faut apporter l'aide la plus urgente à ces gens qui sont dans une situation très difficile. L'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès à l'eau. Les camps de l'OIM se caractérisent par leur précarité. Et donc ce serait bien que l'État du Sénégal prépare non seulement leur rapatriement, mais essaie de leur faciliter la réinsertion sociale une fois. Depuis la visite durant la semaine du 13 janvier du général français Pascal Lani à la tête du commandement pour l'Afrique à Dakar, c'est maintenant clair pour les militaires français. À la fin du mois de septembre, ils auront quitté le Sénégal, rapporte Le Monde. Le calendrier n'est pas encore officiel, mais les discussions techniques entre les deux parties pour un départ en bonne et due forme des éléments français au Sénégal devrait commencer dans les 2 semaines à venir. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne de télévision 7TV.